Bonsoir à toutes et à tous, c'est très chouette de vous voir aussi nombreux pour un sujet qui va être, à mon avis, particulièrement intéressant et pour moi, je pense, important, surtout si on en écoute ce qu'on raconte tous les gens, les disciples de l'école banlérienne, dont Bernard a fait partie ou fait partie, enfin, il va nous recadrer ça. Je propose, sans plus tarder, Bernard, de te laisser le micro et de te lancer dans ta présentation. Je demanderai à tout le monde, ou je vais le faire, de vous mettre en mute, couper votre micro pour les bruits de chat, de tartines et les bruits de bouche du côté de chez qui vous savez. Et les Et, glou-glou de bouteille. et voilà, on est parti. C'est à toi, Bernard. Bien, je me présente, Bernard. Euh, je suis je suis dans le milieu de la PNL et de l'hypnose depuis, depuis 90, on va dire. Et j'enseigne les deux depuis 96. Donc ça fait un peu moins, ça fait, je sais pas, 26 ans. Voilà. Alors, j'ai eu à la fois la chance ou la malchance, j'en sais rien, d'avoir suivi une formation assez approfondie avec monsieur Richard Bandler. Pour la petite histoire, je dirais que, alors c'est le Bandler de 96, hein, c'est-à-dire que voilà, Bandler, c'est par époque, hein, c'est pas le même dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, 2010, puis bon, après, moi, j'ai pas trop suivi, hein, parce que bon, voilà, après, c'est moins intéressant, je trouve. Euh, donc cette formation avec lui, on était, pour vous situer un peu le truc, on était dans une réserve indienne dans le nord des États-Unis, dans le Minnesota, dans un coin qui s'appelle Fond du Lac en français, puisque c'est l'ancienne Louisiane française. Et on était loin de tout, un jour de voiture avec de l'aéroport, ce qui m'a bien aidé parce qu'à la fin du premier jour, je me suis dit, je me casse, je rentre à la maison, c'est pas possible, j'en peux plus. En une journée, tout ce que je croyais savoir sur la PNL est parti en fumée, quoi. Et donc, ça a été un souvenir assez déplaisant et douloureux. Mais bon, j'ai été obligé de rester parce que l'aéroport n'était pas à côté. Et donc, du coup, ben, j'ai suivi la formation jusqu'au bout et finalement bien m'en a pris parce qu'il m'a bien fallu 6 mois pour digérer cette formation en première intention et pratiquement, je dirais, entre 6 et 8 ans pour arriver à tout extraire et à comprendre exactement ce qu'il faisait. Bandler, jusque dans les années 90, ça a été un enseignant. C'est-à-dire qu'il a enseigné réellement la PNL et c'est toute la période qu'il a passée avec Steve Connery Andreas à NLP Compréhensive. Donc, et à partir des années 90, il n'a plus rien enseigné. C'est-à-dire qu'il s'est contenté de démontrer et de demander de refaire. Aucune explication, si ce n'est des trans collectives, on ne sait pas trop où ça nous amenait, et aucune explication sur ce qui se passait. Donc, il a fallu un certain nombre d'années pour arriver à recoller les morceaux et à comprendre exactement ce qu'il avait, ce qu'il faisait. Hein, voilà. Tout ça, c'est pour vous préciser un peu le cadre dans lequel on se trouve. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est mon interprétation personnelle de ce que j'ai appris avec lui. Au niveau des sous-modalités, puisque c'est le sujet de ce soir, mais pour d'autres choses aussi, quoi. C'est-à-dire que il faut, voilà, c'est un personnage, il est ce qu'il est. Bon, il est très créatif. Enfin, il l'a été en tout cas. Hein. Bon, là, ce dernier truc que j'ai vu, ça m'a pas vraiment impressionné. Mais dans les années 90, c'est vraiment, je pense, la décennie dans laquelle il a été le plus créatif. Parce qu'il a fait une espèce de relecture de la PNL, si vous voulez, enfin, pour vous expliquer ce que j'ai compris. Parce que je me suis dit, mais comment il en est arrivé là? Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris le métamodèle et il a appliqué le métamodèle à la PNL. Autrement dit, il a pris chaque concept de la PNL et il a collé le métamodèle dessus en disant, bon, alors, c'est quoi le VAK qui correspond à tel truc, à tel autre truc, à tel autre truc, à tel autre truc. Et à partir de là, si vous voulez,
il en a ressorti de nouvelles lectures et de nouvelles manières de procéder. Voilà, pour préciser un peu le contexte. Alors, ce qui fait qu'après, quand on est en formation, on était à l'époque en formation avec lui, tout le monde est paumé, quoi, parce que bon, on ne sait pas de quoi on parle, quoi. Hein, je veux dire, il nous fait faire des exercices, on en comprend que la moitié. Enfin bon, il donne pas d'instruction, il ne donne aucune explication. Il fait une démonstration, il faut refaire pareil, etc. C'est très très déstabilisant, mais enfin, au final, on retire des bénéfices. Enfin bon, ceci dit, je ne recommande pas forcément à tout le monde d'aller faire une formation avec lui. Ça peut être très déstabilisant. Donc voilà, pour en revenir aux sous-modalités, donc les sous-modalités, c'est quoi? On a parlé de VAK à travers le métamodèle. Les sous-modalités, c'est véritablement les distinctions qu'on peut faire dans chaque canal sensoriel, dans chaque sens, au niveau des 5 sens, tels qu'on les apprend à l'école, hein, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, le toucher. On verra que bon, le kinesthésique, c'est pas que le toucher, et l'olfactif et le gustatif. On laissera l'olfactif et le gustatif de côté. On mettra ça avec le toucher ou le kinesthésique parce que ça va simplifier les choses. Donc en fait, vous savez tout ça, le VAK, tout le monde, enfin tout étudiant PNL connaît, ou du moins est supposé connaître. Donc en fait, c'est véritablement, et il faut revenir au métamodèle, c'est-à-dire que le métamodèle, c'est l'outil qui permet de partir à partir d'un discours conceptuel ou imprécis, d'arriver à retirer une information sous la forme de VAK, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai ressenti. C'est ça, en fait, l'utilité principale du métamodèle et qui permet de savoir de quoi parle la personne, ou du moins de moins l'ignorer, c'est-à-dire d'en comprendre une partie, et à partir de là, de s'en faire soi-même une représentation. Et en fait, on va dire que notre cerveau, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le comprends, notre cerveau ne fonctionne que par représentation. C'est-à-dire que on se fait des représentations de nous-mêmes, de notre environnement immédiat, de chaque personne que nous rencontrons dans notre vie, de chaque événement que nous vivons, nous nous en faisons des représentations. Et ces représentations, elles sont, même si pour beaucoup de gens, il n'y a pas de traduction immédiate, toutes ces représentations, elles se traduisent par du V, du A et du K. Autrement dit, chaque situation que nous avons vécue, quelle qu'elle soit, y compris les réflexions qu'on se fait sur soi-même, comporte du visuel, de l'auditif et du kinesthésique. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, on voit que le matériel sensoriel est un matériel, je dirais, de première importance dans ce qu'on va faire et de la manière dont on va utiliser tous les aspects, toutes les techniques, tous les modèles de la PNL. Alors, qu'est-ce qu'a fait Bandler? Il a fait ça avec, j'ai oublié son nom, avec un autre gars. Hein, donc, ils ont fait un petit bouquin qui s'appelait Sous-modalité, je crois, dans les années 80 ou 90. Je l'ai quelque part. Hein, j'aurais pu le sortir d'ailleurs. Mais bon, à vrai dire, j'y pense jamais. Donc, je sais pas. Mais donc, ils ont fait un petit bouquin dans lequel ils décrivent un peu le fonctionnement des sous-modalités. On a aussi ça dans Un cerveau pour changer. Mais on est là dans une PNL des années 80. C'est-à-dire que même si Un cerveau pour changer sort à la fin des années 80, on est dans une PNL des années 80 qui est assez, comment dirais-je, assez scolaire, assez statique quelque part, alors que par la suite, on va rajouter tout un tas d'éléments dynamiques. Et surtout, à partir dans les années 90, Bandler, alors là, c'est le roi du dynamisme, de la dynamique. En fait, il va, et en particulier dans l'utilisation des sous-modalités. Donc, ces sous-modalités, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est les composantes de chaque canal sensoriel. C'est-à-dire quelles sont les composantes visuelles, quelles sont les composantes auditives, quelles sont les composantes kinesthésiques. Donc, pour le visuel, c'est le langage cinématographique, quelque part. C'est-à-dire, c'est le cadrage,
c'est la distance, c'est l'emplacement du personnage ou de l'image dans l'espace, c'est la coloration, c'est le contraste, c'est l'éclairage, c'est voilà, la luminosité, enfin bref, tout le langage photographique ou cinématographique. C'est dans un premier temps ce qui définit les sous-modalités visuelles. Ensuite, si on passe aux sous-modalités auditives, on va peut-être passer un peu de temps sur l'auditif parce que l'auditif, c'est vraiment un truc qui est très, très négligé et qui est fondamental et qui est d'une complexité et d'une puissance absolue. Pour l'auditif, ça va être le volume sonore, ça va être le timbre, ça va être la hauteur du son, ça va être le rythme, ça va être l'écho s'il y en a, ça va être l'emplacement de la source sonore et aussi, d'une certaine manière, la nature du contenu. Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que ce sont des paroles? Est-ce que ce sont des bruits de la nature? Est-ce que ce sont, je sais pas, des bruits des planchers qui craquent ou vous voyez, des bruits de la maison? Ce sont des cris d'animaux, etc. Donc, vous avez là tout un tas de différences en termes sonores qui ont un impact sur chacun, sur un impact qui soit d'ailleurs émotionnel ou autre, mais en tout cas, voilà. Donc, vous voyez que l'auditif aussi a une grande variété de qualificatifs, hein, puisque si on prend le rythme, si vous voulez, on a le rythme et on a le tempo, c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le même rythme avec des tempos différents. La hauteur de son, ça peut être aussi dans une tonalité précise. Vous pouvez avoir un son aigu dans une certaine tonalité, un son grave dans la même tonalité. Bon, après, là, on rentre quasiment dans du langage musical. Vous voyez que autant au niveau du visuel, on rentre dans le langage cinématographique ou photographique, dans le langage auditif, on rentre dans le langage musical. C'est-à-dire que, eh ben, on est obligé d'avoir des distinctions qui sont en général des distinctions qui appartiennent à des gens qui sont ingénieurs du son ou tous ces métiers-là, ou musiciens, etc. En Europe, on va dire que dans le monde occidental, la dominante de canal sensoriel est plutôt visuelle qu'auditive ou kinesthésique. Donc, je vais revenir tout à l'heure sur l'auditif, mais je vais passer au kinesthésique parce que le kinesthésique, quelque part, c'est le réceptacle de tout ça, c'est-à-dire que le visuel, l'auditif et le visuel et l'auditif ont un impact sur le kinesthésique. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le temps de latence des différents canaux sensoriels n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que le canal sensoriel visuel, c'est à la vitesse de la lumière, vous voyez, c'est boum, instantané. Le canal auditif, c'est plus lent, c'est lié à la vitesse du son, mais pas seulement, c'est lié aussi à la manière dont on traite le son et à la manière dont on traite l'image, qui sont deux manières de traiter l'information complètement différentes, ne serait-ce qu'au niveau neurologique. Ensuite, on a le kinesthésique. Et le kinesthésique, c'est le système de représentation qui a le temps de latence le plus long. C'est-à-dire que le kinesthésique et qui a l'inertie la plus longue. C'est-à-dire que dans le kinesthésique, vous avez une sensation qui va s'installer à un endroit du corps, puis cette sensation va disparaître, mais le temps d'installation peut parfois se compter en secondes, et le temps de disparition en secondes, voire en minutes, si vous voulez. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus durable, en fait, moins transitoire que ce qu'on va avoir dans le visuel et dans l'auditif. Donc, le kinesthésique. Alors, le langage kinesthésique est subitement un peu plus compliqué. Parce que très souvent, les gens, quand on leur parle du kinesthésique, ils nous répondent émotionnel. Alors d'abord, ils nous disent je me sens bien ou je me sens pas bien. C'est cool ou c'est pas cool, quoi. Bon, là, on est au degré zéro du kinesthésique.
Euh, Ensuite, on va passer au langage émotionnel. Je suis triste, je suis apeuré, je suis inquiet, etc., etc. Mais dans un coup, être inquiet n'a pas du tout la même connotation pour les différentes personnes. Donc, il va falloir rentrer dans le détail du kinesthésique. Et rentrer dans le détail du kinesthésique, c'est-à-dire aller choper la sensation qui va donner l'émotion quelque part. Et ça, c'est un point qui est très, très important à comprendre, c'est que très souvent, on confond kinesthésique et émotionnel. C'est pas du tout la même chose. Ça n'a, je ne veux pas dire rien à voir, mais l'émotion, c'est toujours une évaluation. C'est-à-dire que, pour moi, quand je me sens comme ça, c'est que je suis triste, d'autres, voilà, je suis sur la traduction, je dirais, sensorielle, kinesthésique, perceptuelle de leur émotion, vous allez vous rendre compte que être triste pour l'un, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même sensation que pour être triste pour l'autre, y compris la joie, etc., etc. Donc, il va falloir être précis. Donc, la précision dans le kinesthésique, ça veut dire, on va localiser précisément la sensation dans le corps. Alors, en général, sauf si c'est des problèmes comment dirais-je, de trauma, de choc, physique. En général, les sensations kinesthésiques qui nous intéressent, elles sont plutôt situées dans le tronc, c'est-à-dire la tête et le tronc. Parfois un peu les jambes et les bras, mais disons que l'essentiel se situe dans le haut du corps et dans le tronc. Alors, c'est-à-dire qu'on va localiser la sensation là, on est obligé de faire appel à une sorte de discours métaphorique parce que dans un premier temps, on va s'intéresser, savoir si c'est chaud, si c'est froid, par exemple, si c'est une sensation plutôt chaude, plutôt froide. Est-ce que c'est une sensation qui a une certaine durabilité qui est permanente? Est-ce que c'est une sensation qui arrive par ras de coups? Est-ce que ce sont des tremblements? Est-ce que ce sont des picotements? Est-ce que ce sont un serment, etc., etc. Et donc, vous voyez que on va vite rentrer dans une forme métaphorique, c'est-à-dire qu'on va interroger sur la texture, par exemple. On va dire, la forme que tu sens là, donc la forme de cette sensation que tu as dans ton corps, je veux dire, quelle est sa texture, quelle est sa matière? Est-ce que c'est, si j'ai une boule dans la gorge, est-ce que c'est une boule en bois, une boule en métal, une boule en caoutchouc, une boule en mousse? Alors, on va rentrer un peu dans le visuel, mais on est dans une espèce de visuel métaphorique qui permet de qualifier la sensation. Quelle est la taille de la boule? Est-ce que cette boule bouge? Est-ce qu'elle palpite ou est-ce qu'elle se déplace, etc., etc. Donc, vous voyez que autant les efforts qu'on peut faire, je dirais, dans l'étude et la pratique des sous-modalités, c'est d'une part, c'est préciser au maximum les sous-modalités kinesthésiques. Parce que ça, d'une manière générale, c'est un langage qui est complètement inconnu chez la plupart des gens et que, vous voyez, dès l'instant où on va rentrer en contact avec la sensation kinesthésique, on va lui donner l'opportunité de se modifier, de se transformer beaucoup plus facilement. Et notamment, de pouvoir faire en sorte de modifier la sensation, ne serait-ce qu'en la déplaçant et en vérifiant si c'est possible de la déplacer ou pas. Donc, alors bon, je laisse tomber un peu les deux autres, parce que j'ai pas eu le Covid, mais j'ai le goût qui s'est affaibli et l'odorat aussi. Donc, alors je sais pas d'où ça vient, si c'est en ayant pris quelques années de plus qu'avant. Mais en tout cas, j'ai pas, voilà. En tout cas, c'est anecdotique. Si vous voulez, l'utilisation des sous-modalités olfactives et gustatives sont anecdotiques, si ce n'est
comme un espèce d'ancrage ou de marqueur de situation. C'est-à-dire que ça peut être un ancrage extrêmement fort. Si vous vous rappelez d'une odeur particulière dans une situation particulière, en général, c'est un très bon moyen de retrouver cette situation. Ça peut être un ancrage absolument phénoménal. Si on repense à des odeurs de l'enfance, bon, pour les gens qui ont vécu, par exemple, à l'étranger, dans des pays où il y avait des odeurs d'épices dans les rues, etc., etc., et bien, dès que vous allez retrouver cette odeur, ça va vous faire voyager. Ça va vous renvoyer à l'endroit où vous avez déjà ressenti cette odeur, et ça de façon quasi instantanée. Au niveau gustatif, bon, oui aussi, ça fait voyager, hein, ça transporte. Ce sont des encres puissantes, mais d'une utilité pratique assez limitée. Sauf s'il y a des gens qui ont la fibre. Moi, j'ai eu des élèves qui se sont mis à pratiquer avec des odeurs et qui avaient, je ne sais pas combien d'huiles essentielles sur leur bureau et qui travaillaient avec les huiles essentielles et qui faisaient sentir tel autre truc, etc. Honnêtement, je vous avoue ma totale ignorance sur ce sujet-là. Je crois qu'il faut déjà avoir une fibre olfactive déjà développée et l'envie de faire ça. Mais d'une manière générale, on ne va pas jusque-là, quoi. On n'utilise pas vraiment ça. Là, le décor, quelque part, c'est-à-dire ce qu'on a comme, je dirais, comme données de base pour aborder plus en profondeur les sous-modalités. Alors, ce que je vais faire tout de suite, je vais vous laisser un instant de questions. Hein. Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir, allez-y, posez-les. Ça permettra de répondre aux interrogations et de partir sur une deuxième partie plus approfondie où on aura répondu aux questions. Oui. Vas-y, Richard. Ouais, j'ai une question pour revenir un petit peu en arrière. Je n'ai pas trop compris la façon d'appliquer les sous-modalités au métamodèle. Comment exactement ça fonctionnait? Le lien est indirect. C'est-à-dire que le questionnement du métamodèle permet de définir l'état interne de la personne, c'est-à-dire quel est le visuel, quel est l'auditif et quel est le kinesthésique à un instant précis ou dans une situation précise. Et le reste des questions qu'on va poser pour définir quelles sont précisément les sous-modalités sont des questions de type métamodèle aussi. Hein. Oui. C'est-à-dire que le métamodèle, il faut le voir plutôt comme, je dirais, l'outil, hein, si je puis dire, qui va permettre de recueillir l'information pertinente et je dirais la plus, entre guillemets, la plus exacte possible. Donc, si je comprends bien, Bernard, le métamodèle, c'est juste récolter de l'information sensorielle à un instant T sur l'expérience de la personne, du sujet. C'est ça. C'est l'utilisation principale du métamodèle. D'accord. Très bien, merci. Il y avait une question, Chantal, je pense. En fait, moi, c'était déjà un step un peu plus loin. C'est parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a un visuel et auditif kinesthésique. Et la difficulté que moi, je rencontre souvent quand je pose les questions pour les sous-modalités, c'est que quand on entre dans une sous-modalité, quand on commence avec quelqu'un, c'est parfois très difficile et très, très long, effectivement, de pouvoir lui donner, par exemple, de récolter des informations sur le kinesthésique ou sur l'auditif. Et donc, ma question, c'est par rapport à ça, est-ce qu'on aurait chaque fois un auditif et un kinesthésique? Ou bien on laisse faire la personne quand elle dit « Oh non, non, là, il se passe rien ». Non, il y a toujours. Il y a toujours. Ouais, il y a toujours. Bah oui, parce que si vous voulez, ouais, il y a toujours. Sauf que c'est pas, ça peut être occulté, hein, ça peut être pas perçu, mais il y a toujours. Hein. Enfin, après, voilà, mais à mon avis, il peut pas ne pas y avoir. Hein. Il y a toujours. Sauf que c'est pas conscient, hein, c'est-à-dire que la personne n'a pas
n'a pas l'entraînement pour repérer ça chez elle, quoi. Chez beaucoup de gens, c'est comme ça. Euh, et malheureusement, des fois, il faut leur tirer les verres du nez. Alors, après, il y a des techniques. C'est-à-dire que on peut avoir des informations uniquement par le non-verbal. C'est-à-dire que vous avez des gens, ils vont vous parler d'un objet, puis ils vont vous le dessiner dans la pièce, quoi. Hein. Donc là, vous les avez, les sous-modalités. Ils vous disent, ah ben, oui, ma maison, elle est super, etc. Et voilà, mais vous avez la taille de la maison. Vous savez où la personne place sa maison dans l'espace, quoi, devant elle. Vous voyez? Quand je repense à... quand je repense à machin, etc., machin, il est là, quoi, hein, je veux dire. Vous voyez? Donc, vous avez tout ce type de gestuels où les gens vont montrer une partie de leur corps. Oh là là, moi, ouais, vous ne voyez pas. Ah là là, là, ça ne va pas du tout. Donc, effectivement, vous pouvez penser que le kinesthésique, il est là, quoi. Après, au niveau de l'auditif, vous allez voir que quand les gens vous leur demandez au niveau de l'auditif, vous allez avoir l'oreille, vous avez quelque part un espèce de réflexe qui va indiquer globalement à peu près la direction d'où vient la source sonore. Pour le visuel, c'est le plus facile quand on sait comment faire. Le visuel, il faut regarder où les gens focalisent. C'est-à-dire que vous avez des gens, ils vont vous parler d'un truc, et puis vous allez voir que le regard se focalise tout le temps au même endroit quand ils vous en parlent. Et bien, vous pouvez être sûr que l'image est là. Et alors vous leur dites, est-ce que l'image est là? Et puis bon, alors après, évidemment, ça dépend de la distance, mais vous pouvez montrer avec votre main. Vous dites, elle est là, l'image, elle est grande comment, quoi. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter du tout à être proactif là-dedans. Le questionnement, c'est une chose, mais après, c'est l'observation, justement, la réponse non verbale aux questions qui donne l'information très souvent. Et ça, c'est... Alors, vous allez me dire comment on travaille ça? On le travaille dans la pratique et à force, ça se voit. En tout cas, Bandler, par exemple, travaille toutes les modalités visuelles, il ne les travaille qu'avec la focalisation du regard, c'est-à-dire où les gens focalisent. C'est pour ça que quand on le voit bosser, on se dit, mais punaise, il fait quoi? Et comment il sait que, etc., etc. Oui, parce qu'il regarde, il observe. Et donc, il sait. Parce que il a vu, il a repéré quand la personne a parlé de son conjoint, de je ne sais pas, il a vu tout de suite, ça peut prendre un dixième de seconde, la personne a focalisé le regard à un endroit précis dans l'espace. Et donc, à partir de là, puis bon, après, il y a aussi, vous voyez, quand des gens ils ont des images qui sont énormes, tu vois, des représentations énormes voilà là, je disais un accident, ouais, et vous allez avoir ce genre de truc comme si l'image, vous pouvez dire que l'image elle est complètement gigantesque et panoramique devant la personne, et que voilà, on va falloir voir ce qui se passe si on la déplace, quoi. Et donc, vous avez toutes ces informations-là qui sont dans le non-verbal et qui demandent vraiment… Alors, c'est une manière de regarder complètement différente, hein, j'en conviens, mais je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe sur le plan du non-verbal et du paraverbal chez les personnes quand vous leur posez des questions qui sont de nature à évoquer du matériel sensoriel, hein, que ce soit du visuel, de l'auditif ou du kinesthésique. Vous allez avoir beaucoup d'informations à l'insu de la personne, hein, parce que la personne ne sait pas qu'elle vous a donné l'information. Et Bernard, est-ce que dans la présentation que tu fais des sous-modalités, est-ce que, et notamment les principaux, je dirais, registres sensoriels qu'on dit principal, et sur les autres qui sont secondaires, comme tu as dit, il y en a partout et toujours dans tous les registres. Est-ce que tu confirmes par rapport à la manière de le présenter qu'effectivement, les registres secondaires, ceux qui ne sont pas nécessairement conscients, sont les plus influençants quelque part? Tu m'as entendu? Tu as entendu ma question, non?
Oui, oui, j'ai entendu la question, mais je sais pas, l'image a foutu le camp. Bon. Ok. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on disait au départ, c'est que on est d'autant plus influençable que c'est un système de représentation auquel on n'est pas sensible, c'est-à-dire qu'on n'a pas de les perceptions aiguisées, si vous voulez. Oui, mais dans les faits, je dirais ça c'est pour l'influence, je dirais quotidienne, quoi. Après, pour un pénaliste, dans la relation avec un client, utiliser ça, c'est, si vous voulez, c'est un peu hasardeux dans la mesure où vous savez pas ce que vous faites vraiment, si vous voulez. Si vous n'avez pas une traduction précise de la représentation, c'est-à-dire une, une représentation qu'a la personne, une représentation visuelle. Par exemple, je sais pas, je prends un souvenir particulier, un souvenir de vacances ou n'importe quoi. Il y a du visuel et il y a de l'auditif. Si on ne sait pas exactement ce qu'il y a, ni quel est le kinesthésique qui est associé, ça va risquer d'utiliser le matériel parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait, quoi. On ne sait pas ce qu'on fait. Et ça, c'est une caractéristique, je dirais, c'est une caractéristique du travail de banque. Il demande à ses élèves qu'on sache toujours ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on va faire. Pardon, ça coupe, Bernard. Et probablement, le débit, tu n'as pas de débit. Si tu enlèves la caméra, ça va passer mieux. Alors, ce que je vais faire, je vais me connecter en 4G parce que ça va être peut-être meilleur. Non, je crois pas. Enfin, j'ai déjà fait l'expérience et ça donne pas très bien. Mais à toi de voir, je connais pas la région, hein. Moi, j'ai une antenne pas loin. La qualité du réseau, ça devient une sous-modalité importante, hein, de nos jours. Ouais, oui, oui. Vous m'entendez là? Oui, ça y est, t'es revenu. Je suis revenu là, je dois être mieux là, hein. On va voir. Il y a plus de débit, hein. On va voir, ok. Normalement, oui, j'ai pas pensé de le faire avant. Habituellement, je le fais avant, et puis là, je me suis rendu compte que j'avais pas fait. Ok, donc oui, on va travailler sur les auditifs, ouais. Il y a les 6 auditifs. Il n'y en a pas un, il y en a 6. Ok. Mais pour les questions, c'est bon? Oui, ma question c'était l'auditif digital, ce qu'on appelle la pensée, ce que je traduis par la pensée peut-être à tort, comment ça s'insère par rapport au… Oui, mais ça je vais y venir, hein, parce que je vais décrire tous les auditifs, hein. Ok, mais, merci. Donc, pour ça, ouais, parce que c'est un long développement, hein. Ouais, vas-y alors. Donc, pour ça, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. C'est bon? Vas-y, Ok. vas-y. Donc, on va en venir aux différents auditifs. Alors, vous avez, il y a 6 auditifs différents. Vous avez l'auditif. Ça coupe. Ouais. Alors, il y a la différence entre analogique et digital de l'ordre du ton de la voix. C'est-à-dire une voix énervée ou avec une voix super calme et douce. Et voilà, ça, c'est ce qui est analogique. Ensuite, l'auditif digital, c'est le sens des mots que je prononce. Mais, bien évidemment, dans les mots que je prononce, le choix de mes mots, si j'emploie un langage poétique ou si j'emploie un langage conceptuel, c'est pas du tout la même chose. Alors, vous avez donc un digital analogique, d'accord? Et vous avez un digital. Autrement dit, dans le digital, vous avez à nouveau une séparation entre analogique et digital. Le digital, c'est les mots tels qu'ils sont écrits, on va dire, hein, c'est-à-dire que c'est le mot, leur sens, etc.
Mais le digital analogique, c'est quel effet font ces mots mis ensemble. Vous voyez, on pourrait dire que le digital, c'est la nature objective de l'information, tandis que comment dirais-je, le digital analogique, c'est le style dans lequel cette information est transmise. Et ensuite, le ton de la voix, le côté, on va dire, quasi émotionnel, on va dire, enfin, pas émotionnel, mais disons, oui, quel est le sentiment qui traverse la personne à l'instant en question, si vous voulez. Donc vous comprenez cette distinction. Donc, vous avez 3 auditifs possibles. Ces 3 auditifs-là, évidemment, ils peuvent être aussi bien internes qu'externes. C'est-à-dire que c'est externe si c'est quelqu'un qui vous le dit, et si c'est interne, si c'est un discours que vous vous tenez à vous-même. Donc, vous voyez, interne plus externe et analogique, digital, analogique et digital, ça vous fait 6 auditifs différents. On a 6 canaux différents. Évidemment, on a vite fait de s'y embourber, hein, si on essaye de travailler ça de manière, comment dirais-je, de manière systématique ou de manière un peu, voilà, essayer d'être objectif sur tous ces aspects-là. On a vite fait de s'y embourber. Mais il faut être conscient que ces 6 canaux sensoriels, auditifs, sont à l'œuvre. Alors, il y a une autre particularité de l'auditif, si vous voulez, c'est que l'auditif fonctionne à 360 degrés. C'est-à-dire que l'auditif, il fonctionne de manière complètement sphérique. C'est-à-dire qu'on a une capacité d'entendre ce qui se passe derrière nous, ce qui se passe de l'autre côté des murs, ce qui se passe peut-être parfois très très loin, hein, à plusieurs kilomètres si c'est un grand bruit. Si c'est un concert de rock, on peut l'entendre des fois. Moi, dans les collines derrière, des fois, il y a des rêves en été, on les entend à plusieurs kilomètres, quoi. Vous voyez? Donc, tout ça pour dire que l'auditif a cette particularité, c'est qu'il n'est pas arrêté par un obstacle, si vous voulez. Alors, l'obstacle va atténuer le son, atténuer le volume sonore, mais par contre, on peut entendre des choses à des endroits qui sont invisibles pour nous. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui se passe. Et ça, c'est aussi une grande différence entre l'auditif et le visuel. Le visuel est beaucoup plus limité dans la mesure où on a grosso modo, je crois, un champ de vision qui est de 120 degrés dans tous les sens. À peu près un tiers du spectre, à peu près un tiers. On a un tiers vertical et un tiers horizontal de notre environnement. Et effectivement, vous voyez que c'est extrêmement limité. Et on ne voit pas ce qui se passe sous le plancher, on ne voit pas ce qui se passe au-dessus du plafond, et on ne voit pas ce qui se passe derrière les murs ou les cloisons dans une maison. Si on ne voit rien de tout ça. Mais par contre, on peut entendre. Donc, vous voyez qu'il y a une différence de quantité d'informations qui arrive entre le visuel et l'auditif. C'est une des raisons pour laquelle l'auditif est un canal sensoriel à privilégier énormément, c'est-à-dire à développer une forme d'acuité pour entendre la manière dont la personne va présenter les choses. Bon, il faut regarder aussi, mais vous voyez que la quantité d'informations dans l'auditif, trop souvent, le travers de vouloir privilégier à tout prix le visuel, dans la mesure où on s'imagine que c'est le visuel qui va nous donner le plus d'informations. Alors que ce n'est pas le cas. Le visuel, même si c'est un film, etc., oui, il y a des informations, mais on ne les capte pas toutes, on ne les retient pas. Je veux dire, le sens qu'on leur donne est un peu aléatoire, etc. Tandis que dans l'auditif, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus parlant. C'est le cas de le dire. Mais si vous voulez, on pourrait faire une caricature en disant que au cinéma, par exemple, l'image n'est là
que pour que le spectateur reste tranquille sur son siège et qu'il regarde et qu'il ait les yeux fixés sur l'écran et que tout le reste, l'important, c'est l'auditif. Si si vous écoutez les bandes son des films, ou même vous avez quelqu'un qui est en train de regarder une série dans la pièce, il y a le son qui est mis, vous êtes en train de faire autre chose à l'autre bout de la pièce, vous savez tout ce qui se passe, quoi. Hein. Il vous manque pas beaucoup d'informations, hein. Pas beaucoup du. Et donc voilà, donc le visuel est surfait quand même, tu sais, si vous voulez. Alors, on verra qu'il a d'autres utilités, mais en tout cas, sur cet aspect auditif, on voit que, enfin, je suis très visuel, mais bon, j'ai travaillé l'auditif pas mal, et l'auditif est un canal sensoriel majeur dans la communication et majeur dans le questionnement et la quantité d'informations qu'on va recueillir auprès d'une personne. Majeure sur le plan digital parce qu'elle va nous raconter évidemment ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est là, etc. Mais majeure aussi sur le plan de tout ce qui est non-verbal, enfin, de tout ce qui est d'une part analogique, mais aussi digital analogique, etc. Et vous voyez que le digital, le sens du mot est extrêmement. Et encore, c'est peut-être encore moins que ça. Mais voilà. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est travailler l'auditif. Alors, bon, comme on travaille l'auditif, voilà, vous regardez les. Alors, bon, après, voilà, c'est des exercices qu'on fait faire ou qu'on ne fait pas faire, mais disons qu'on peut dire aux gens, voilà, vous regardez, au lieu de regarder un film, vous passez votre film et puis vous faites qu'écouter et vous coupez l'image, quoi. Et là, vous êtes obligé de focaliser sur le canal sensoriel auditif. Pour vraiment développer l'acuité sensorielle, il n'y a guère que ce moyen-là. C'est-à-dire parce que l'auditif, c'est un sens qui est très sous-développé dans notre culture, hein, extrêmement sous-développé. Dans la culture occidentale, on est plutôt visuel en majorité, ensuite on est kinesthésique, et en dernier, on est auditif. Les gens vraiment auditifs, ce sont les musiciens, les ingénieurs du son, les gens qui ont un métier en rapport avec le son. Eux, oui, ils ont vraiment cette capacité à tout percevoir. Comment nous, on est des handicapés d'une manière générale, on est des handicapés de l'auditif. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi avec l'auditif, c'est que, vous voyez, le spectre sonore est bien plus large que le spectre visuel. Ce qui fait que vous avez une masse sonore, un champ sonore qui peut être extrêmement complexe. Et quand vous avez une personne qui est en train de vous parler, qui est en train de parler devant vous, quelque part, elle ne le sait pas, mais elle fait appel à tout ça. Vous avez tous ces éléments de communication qui sont c'est-à-dire comment elle se transmet, etc., etc. Vous avez toute cette immensité, quelque part, de communication qui est là, ce canal de communication extrêmement vaste qui est à l'œuvre et qui, pour la plupart des gens, est complètement inconnu. C'est une terre inconnue. Alors, vous allez me dire, bon, on ne peut pas toujours en tirer de l'information, mais il est important d'être conscient de ça. Vous voyez, les gens qui sont très musiciens, c'est très impressionnant. Ils ont une capacité comment dirais-je, de fonctionnement cérébral qui est complètement différente. Parce qu'ils sont capables non seulement de capter comment dirais-je, l'information en première intention, mais ils captent aussi facilement la synchronisation des des canaux auditifs différents qui arrivent en même temps. Voilà. Et comment ils sont synchronisés. Mais oui, dis-moi Bernard,
Tu as donné les différents registres. On peut imaginer qu'il y a une carte du monde sensorielle dans les 5 registres à l'intérieur. Peut-être aussi les canaux sensoriels dans la manière d'exprimer ou de communiquer vers l'extérieur. Ça fabrique une sorte de pseudo ou carte du monde sensorielle qui pourrait être décrite et explorée. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Effectivement, là, on rentre dans l'application. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, évidemment, vous avez compris une chose, c'est que les images et les sons, ils arrivent de tous les côtés à la fois. Hein. C'est-à-dire que surtout les sons, parce que les sons, on les perçoit de tous les côtés à la fois, et les images, par contre, comme je vous ai dit, on a cette espèce de cône devant les yeux dans lequel on perçoit les images. Mais là, on est dans la représentation externe, c'est-à-dire où j'ai le décor que j'ai devant moi, ok, qui est dans ce cône, mais ça m'empêche pas dans mes représentations d'avoir des représentations qui sont n'importe où, qui peuvent être derrière moi, qui peuvent être n'importe où. On le voit avec les représentations du temps. Il y a des gens, ils ont les lignes du temps avec le passé derrière, le futur devant, etc. Et le passé n'est pas dans le champ de vision, même s'il est plein d'images. Donc, on est quelque part dans une sphère, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a une sphère perceptuelle qui est autour de nous. On est au milieu de cette sphère. Et dans cette sphère, alors, elle est plus ou moins, c'est comme une bulle qui est plus ou moins étendue, suivant qu'on est visuel, ou suivant qu'on est auditif, suivant qu'on est dans le canal visuel, ou si on est dans le canal auditif. Si on est dans le canal visuel, cette sphère, eh bien, si c'est du visuel externe, eh bien, ça va être notre champ de vision. On peut voir loin jusqu'à l'horizon si jamais on est dans un terrain dégagé. Si on est dans une pièce, on est limité par la pièce. Okay ? Si c'est du visuel interne, c'est-à-dire des représentations internes de souvenirs, de situations ou de souvenirs ou d'imaginaire de manière extrêmement importante. On peut loger des images à des kilomètres, si on veut. Hein, c'est-à-dire imaginer tout un tas d'informations à des centaines de mètres, des dizaines de mètres, des kilomètres, peu importe. Ça va être pour la représentation interne. Alors, cette représentation interne, évidemment, elle nous intéresse parce que quand on va faire appel à un souvenir, que ce soit un souvenir agréable, etc., on va s'apercevoir, interroge l'aspect sensoriel de ce souvenir, eh bien, il va avoir des caractéristiques assez précises. Il va avoir une caractéristique de distance, c'est-à-dire à quelle distance il est. Il va avoir une caractéristique dans quelle direction il se trouve. Voyez, et vous avez l'azimut aussi, en hauteur. Autrement dit, alors, si on voulait faire un peu, moi, j'ai un peu oublié les mathématiques depuis le temps, mais si vous voulez, on est dans une représentation polaire, c'est-à-dire que l'emplacement d'un souvenir, vous voyez, il y a une hauteur comme ça, et il y a un calcul aussi, une variation de l'angle latéral, et on pointe, si vous voulez, une direction extrêmement précise qui est composée de cette je sais pas, j'essaye de me mettre, vous voyez, de l'azimut, comme ceci, hein, ok, voilà, cet angle-là et cet angle-là. Ça va nous donner, la conjonction de ces deux angles nous donne une direction, et après on a une distance. Et là, on a quelque chose d'extrêmement précis dans la représentation. C'est-à-dire que dans la représentation visuelle, l'emplacement des images peut être défini de manière extrêmement précise. C'est pas seulement l'image, elle est par là, quoi. Hein, si vous voulez. Donc, on peut rentrer dans la précision. Et quand on rentre dans cette précision-là, et puis allez la placer ailleurs. Et ça, c'est
c'est une des techniques. Si vous avez vu certaines vidéos de Bandler sur YouTube, il y a des trucs, il fait que ça. Hein. Je veux dire, il ne fait que ça. C'est-à-dire, il prend une image là, tac, il la met là. Il prend une grande image là, vite, il en fait une petite et il la met là. Et donc, voilà. Et donc, il y a tout un travail qui peut être fait de cette manière-là. On trouve ça aussi on trouve mais il n'est pas traduit en français. Il y a un bouquin de Conny Andreas là. On peut se contenter dans pas mal de cas, pratiquement de ne travailler qu'avec les sous-modalités et qu'avec les sous-modalités visuelles. C'est possible. Si on est précis, on peut uniquement manipuler des sous-modalités visuelles. Alors, bien évidemment, il faut identifier les zones parce que vous allez avoir, c'est particulièrement, vous voyez, pour les personnes, par exemple, les gens que vous aimez bien, alors ça dépend de degrés, etc., mais ils vont être tous dans la même zone. Vous voyez, les gens que vous détestez, ils vont pas être du tout dans la même zone. Vous allez avoir tous ce genre de distinction qui vont apparaître. Et par exemple, les gens qui vous rendent triste parce que bon, voilà, ils ont eu, je suis triste parce que cette personne-là, elle a eu des gros malheurs, etc., etc. Si vous n'avez pas envie de ressentir la tristesse, vous prenez la personne, vous la mettez dans un autre emplacement et elle va, sa pensée, la représentation de cette personne ne va plus du tout générer la même réaction, si vous voulez, la même réaction kinesthésique et retraduite en termes émotionnels ensuite. Vous voyez que on dispose de quantité de moyens. C'est une immense carte. Alors, la question souvent qu'on me pose, c'est quand j'aborde ce sujet-là, c'est quand on me dit mais est-ce que c'est une carte est-ce que c'est une carte fidèle? Est-ce que c'est une carte sur laquelle on peut… Alors, vous voyez, je pense très sincèrement que cette carte bouge avec le temps. C'est-à-dire que c'est pas la même forcément quand on a 20 ans que quand on en a 30 ou quand on en a 40. C'est-à-dire que les choses si les choses joyeuses, on les mettait là à 20 ans, peut-être qu'à 40 on les met là-bas, quoi. Vous voyez. Alors, comment ça fonctionne, comment ça se fait que ça bouge à ce point-là? J'en sais rien, mais c'est une observation que j'ai faite. Hein. C'est pas, je veux dire, là on n'est pas dans la science, hein, c'est vraiment, j'ai observé que c'était pas pareil, quoi. Mais voilà. Donc, si vous voulez. Alors, ce qui est vrai là pour le visuel est aussi vrai pour l'auditif. C'est-à-dire que quand vous utilisez des représentations auditives, si vous pensez à des scènes que vous avez vécues et que où est-ce que j'entends la voix de la personne, eh ben, vous allez avoir aussi un axe, une direction et une distance, la distance de la source sonore. Et vous avez fait un atelier, je crois, sur les positions perceptuelles. Il y a un truc sur les positions perceptuelles qui est aussi de Conny Andreas, qui est l'alignement des positions perceptuelles. C'est-à-dire, ça veut dire que on va aligner la représentation visuelle avec la représentation auditive et faire en sorte que si on place une image quelque part, si on met l'image d'une personne quelque part, si on entend sa voix, on va faire en sorte que sa voix provienne du même emplacement où est l'image. C'est un travail, oui, qui est important de faire parce que, si vous voulez, en général, l'encodage des traumatismes montre des grosses distorsions dans les représentations comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui ont des images d'un côté, le son correspondant de l'autre. Il peut y avoir l'image et le son qui sont décalés. Il peut y avoir plein de phénomènes comme ça. Et donc, voilà, c'est préjudiciable pour la personne et ça demande à ce moment-là il y a tout un protocole. Je ne sais pas si vous avez fait ça dans l'atelier, Christian, ça te dit quelque chose? Pas, non. Non. Par contre, j'en profite pour te poser une question. On peut bien imaginer que conceptuellement, il doit y avoir une logique en termes de pattern. Quand c'est plus près, c'est plus proche avec toute la métaphore. Quand c'est plus loin, etc. Ça, c'est la première question. Comment tu concilies ça avec l'autre côté, la dimension pragmatique, comme
pour les mouvements oculaires, par exemple, on vérifie bien qu'on est dans le construit à gauche, à droite, etc. Est-ce que, bien sûr, dans ta pratique, tu fais cette vérification avant de projeter, hein, Ah oui, quand c'est proche, etc. ah bah oui. Parce que, alors, bon, les mouvements oculaires, j'en parlerai pas, hein, Non, 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 non. parce que c'est un sujet, bon, voilà, un peu. Ouais. Par contre, effectivement, il faut, quand on travaille avec les sous-modalités, si vous voulez, il est important de tout tester. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les questionner et savoir ce qu'il y a à tel endroit, quel est, si vous voulez, si c'est des gens qui nous font, qu'on est heureux de rencontrer, il faut qu'on sache très exactement où c'est. Si c'est des gens qu'on n'a plus envie de voir, il faut qu'on sache très exactement où c'est. Parce que si on prend une personne qu'on est content de rencontrer et qu'on la met dans ceux qu'on n'a plus envie de voir, je veux dire, ça le fait. Oui, ça le fait. Et d'ailleurs, c'est un des moyens très, très rapidement de traiter des phénomènes comme le deuil, comme des choses comme ça, si vous voulez. Hein. Voilà. Euh, on peut travailler ça, on peut travailler tout un tas de choses uniquement avec ces transformations de sous-modalité. Alors, il y a aussi une chose que je n'ai pas dit. Normalement, je dis ça que dans mes formations. Hein. Je le dis pas, je le crie pas sur tous les toits parce que c'est un grand secret. Alors, le grand secret, c'est que vous avez un concept. Je vais d'abord faire une généralité sur le concept. C'est que quand vous lisez la littérature sur les sous-modalités, les exercices qui sont proposés, etc., on vous dit il faut trouver la sous-modalité directrice, je sais pas quoi, etc., etc. Et que si on modifie la sous-modalité directrice, les autres vont suivre. OK? Entièrement d'accord. Alors, avec cette histoire de sphère, si vous voulez, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la sous-modalité directrice, c'est comme dans le commerce, hein, il n'y en a qu'une, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Autrement dit, dès l'instant où vous allez être capable de situer très exactement les emplacements et de pouvoir déplacer les représentations au milieu de ces emplacements, vous avez donc, allez, plus de 90% des cas la sous-modalité directrice. Quand je dis emplacement, c'est la direction et la distance. OK? Alors évidemment, on va s'occuper du reste, la taille de l'image, savoir si elle est ronde, carrée, etc., si elle a un cadre ou si elle n'a pas de cadre. Je veux dire, si elle est en couleur, pas en couleur, si elle est, si c'est un film, si elle est en noir et blanc, si elle est, voilà. On va s'occuper de tout ça. Mais je peux vous dire que dans la plupart des cas, simple fait de travailler sur l'emplacement permet de modifier quasiment tout le reste, quoi. Voilà. Ça simplifie notablement les choses. Hein. Moi, je suis pour la simplification. Parce qu'il faut aussi simplifier la vie. Parce que la PNL, si vous voulez, si on veut prendre en compte tous les paramètres tout le temps, c'est un truc impossible. Quoi. On a le cerveau qui explose. Quoi. On ne peut pas. Et donc, il faut simplifier la vie. Pardon, Bernard. Justement, par rapport à l'emplacement, donc ça a bien un lien quand même, parce que j'avais vu Philippe Vernois le faire avec le fameux, enfin, j'ai oublié le nom de la technique liée au mouvement oculaire, justement. Coneras Andreas avait travaillé déjà ça. Et là, je sais que Philippe Vernois, ils font une formation dessus, justement sur l'emplacement, sous modalité, accès oculaire, les emplacements, enfin, j'ai oublié. Ah oui, bah, c'est un genre de MDR, non? Ouais, voilà. D'accord. Et donc, c'est l'emplacement. Ouais. La différence, c'est que le MDR, voilà, on déplace les trucs, toc, 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 toc. Si Alors on lui, reste... pardon, ça n'a rien à voir, c'est pas le MDR, c'est-à-dire que lui, il dit que c'est issu de la PNL et que c'est lui qui l'a travaillé, c'est vraiment l'emplacement, il va d'abord trouver l'emplacement du souvenir ou de Ouais, l'expérience, et ensuite, à partir de là, il va jouer avec, et voilà. d'accord. Alors, effectivement, alors on peut jouer avec, mais
Si on se contente de jouer avec, c'est risqué, parce que on ne sait pas où on met le truc, quoi. Hein. Donc, il vaut mieux vérifier à l'avance ce qu'on veut faire, quoi. Parce que vous faites ça avec des gens, je veux vous dire, vous avez la réaction, vous pouvez avoir des réactions instantanées, hein, instantanées. Ça peut être plus instantané que travailler avec une ligne du temps, quoi. C'est vraiment instantané. Alors, par rapport à ça, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut, ouais, on a une stratégie, on a quelqu'un qui a vécu un truc difficile, on est là, l'image est là, la représentation est là. Comment on va faire? Et donc, parce qu'il faut encore, parce qu'on va déplacer les images, c'est bien joli, mais il faut qu'elles y restent au nouvel emplacement. Et là, c'est pas la même chose. Vous voyez. Alors, c'est là que ça devient difficile, parce que là, c'est là qu'on des fois on est obligé de faire tout un tas d'autres choses, parce que comment dire, parce que on sait pas ce qui s'est passé. Si vous voulez, la personne ne veut pas, quelque part, il y a quelque chose en elle qui refuse que les choses aillent mieux, par exemple. Dans les deuils, c'est fréquent, si vous voulez. Dans les deuils, ça marche pas, ça. Enfin, ça marche une fois sur deux, quoi. Si on prend l'image de quelqu'un qui a disparu, ou on a perdu un boulot, ou une maison qu'on a été obligé de vendre, ou je sais pas quoi, et je veux dire, et puis que et qu'on prend l'image et vite on la met dans quelque chose qui a disparu et qui nous pose pas de problème. Je veux dire, une fois sur deux, l'image reste pas, elle revient, hein, piouf, hein, aussi sec. Donc, ce qui veut dire que là, on a d'autres. Alors, c'est là que on a toute la PNL pour essayer de trouver. Il faut questionner pour voir quelle est l'intention positive d'avoir l'image là, etc. Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent nous amener à développer le sujet. Hein. Je veux dire que c'est pas gagné uniquement en déplaçant les images, quoi. Je veux dire parce qu'elles peuvent revenir aussi vite qu'elles ont été déplacées. Alors c'est pour ça que, alors il y a plusieurs aspects aussi. On peut commencer moi j'appelle ça ramollir, hein, c'est-à-dire qu'on va un peu déplacer l'image. Voyons, très souvent on va faire varier une sous-modalité, hein, pour donner un peu de mobilité, parce que chez beaucoup de personnes il n'y a pas de mobilité comme ça de la représentation. Hein. C'est un truc de pénaliste, ça. Si un pénaliste entraîné, ça prend les images, fait ça. Mais autrement, chez beaucoup de gens, c'est assez figé tout ça. Et donc, il y a un petit travail à faire, c'est de trouver non plus la sous-modalité directrice, mais la seule sous-modalité qu'on peut bouger. Vous voyez. Et donc, ça, c'est pas mal, parce que on peut bouger ça. Ah oui, tac, on peut bouger ça. Ah, tac, oui. Ah ben le son qui est là, qui vient de là, ah ben on peut le rapprocher un peu. Ah ben oui, ça. Et puis, si on l'a rapproché, on peut l'éloigner. Vous voyez. Il faut raisonner de cette manière-là. Si on a approché, on peut l'éloigner. Si on peut l'approcher, l'éloigner, peut-être qu'on peut le déplacer légèrement. Et c'est comme ça que c'est comme si vous avez un système qui est bloqué et qu'il faut un peu le manœuvrer pour que ça s'assouplisse, quoi. Hein, vous voyez, c'est une sorte d'assouplissement. Je vais vous demander 30 secondes. Il faut que je change ma batterie de micro. C'est bon, vous m'entendez? Ok, super. Donc voilà, il y a tout ce travail-là qui veut dire mettre un peu de souplesse au niveau de ces sous-modalités, qu'elles soient visuelles ou auditives d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à travailler, quoi. Mais très souvent, c'est tout bloqué. Hein. Les gens qui arrivent, c'est tout bloqué. Bon, après, il y a des techniques d'hypnose qui permettent de faire le travail de sous-modalité sous hypnose. Hein. Là, c'est vachement efficace parce qu'effectivement, sous hypnose, on va avoir des choses qui vont être beaucoup plus souples. Et si on sait exactement ce qu'on veut faire, on peut le faire alors sous état de transe légère, moyenne, profonde, non, on ne fait pas trop, mais disons que
vous allez. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le travail sur des sous-modalités et le déplacement des images comme ça dans les représentations, c'est aussi très inducteur sur le plan hypnotique. Hein. C'est-à-dire que vous avez des gens qui gagnaient tout de suite dès que vous commencez à trafiquer les images et à les déplacer. Qu'est-ce qu'on... Petite question, Bernard. On parle Oui. souvent de bouger les objets, de bouger les sons, de bouger les images. Pourquoi on ne fait pas bouger la personne? Alors voilà, ça c'est le travail dans les ancrages, des ancrages spatiaux, c'est de déplacer les gens. Alors, oui, c'est un travail qui est, alors c'est surtout popularisé par Robert Dills. Hein, ça, on peut effectivement, on peut faire déplacer la personne, mais ce qui se passe, c'est que quand la personne va se déplacer dans l'espace, elle déplace la bulle avec. Vous voyez. Donc, dans certains cas, effectivement, les déplacements, ça va faciliter, ça va permettre de commencer à ramollir aussi, en disant, ben, on va mettre tel objet à tel endroit, puis on va le laisser là. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit on met tel objet à tel endroit et on s'en va? On change la sous-modalité de l'objet, c'est-à-dire qu'il est plus placé au même endroit. Mais on est bien d'accord que c'est bien sûr faisable. Sauf que moi, je suis le type feignant, vous voyez. C'est-à-dire que s'il faut commencer à se déplacer, à bouger la personne dans la pièce, déjà, il faut avoir une grande pièce. Et puis, moi, je préfère beaucoup travailler directement sur des placements des représentations. Ça me paraît plus simple. Vous voyez, c'est l'habitude de le faire. Quand on n'a pas du tout l'habitude, c'est peut-être plus simple de le faire sur le sol. Alors, c'est fort possible. Hein. Mais effectivement, moi, j'ai très peu fait sur le sol. Hein. Très, très peu. À part les lignes du temps, reste, je sais pas, je suis pas très fan. Je trouve que c'est compliqué, quoi. Encore une question, qu'est-ce que tu fais avec les personnes qui disent, moi je vois rien, je peux pas le placer, j'entends rien, va où j'entends, mais je sais pas dire où, je comprends pas ce que tu me demandes. Eh bien, il faut en général, vous voyez, ils vont vous dire, ben non, je sais pas, etc., etc. Bon, bah, donc, vous, vous essayez pas de les convaincre de quoi que ce soit. Vous dites, je sais pas, vous prenez les choses qui comptent. Dites, ou des choses évidentes. Vous dites, bah, vous avez des enfants? Ah oui, oui, j'ai une fille et deux garçons, etc. Ah d'accord. Et quand vous pensez à votre fille, là, vous pouvez l'imaginer devant vous, là? Ah bah oui. Et vous la mettez où? Ah bah elle est là, à 2 mètres, là, je la vois. Et quelle taille elle fait? Ah d'accord, votre fille, elle est là. Et votre fils? Ah ben j'en ai un, il me casse les pieds, donc paf, lui, il est là. Ah d'accord. Et là, on les a les sous-modalités. Vous voyez? Ils voient des gens. Les gens qui voient rien, c'est pas possible, quoi. Hein. Après, j'ai jamais travaillé avec des non-voyants de naissance qui n'ont jamais rien vu et qui je sais pas trop comment sont leurs représentations. Ça, c'est pas dans mon expérience. Mais si vous voulez, des gens qui vous disent qu'ils voient rien ou qu'ils sentent rien ou qu'ils n'entendent rien, je veux dire, voilà, il suffit simplement de leur induire le fait qu'effectivement, il y a quand même quelque chose à voir, il y a quelque chose à entendre, il y a quelque chose à ressentir. Hein. Et très souvent, ça a été filtré, etc. Moi, je n'y crois pas trop, hein, aux gens qui n'ont pas de. Il y a un terme qui désigne les gens qui ne se font pas d'image. Bon, ouais, je ne suis pas trop. C'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai rencontré une personne qui m'a dit être aphantasique. Je crois que Voilà, c'est ça le terme. Et donc, c'est-à-dire, si on lui dit une carotte, elle ne peut pas se représenter une carotte. Bon. Ouais, bah, il faut lui demander comment elle fait pour reconnaître que c'est une carotte et pas un petit pois, quoi. Hein. En fait, elle se repère par rapport à des événements précédents ou c'est que des espèces. C'est très compliqué, comme une toile d'araignée, en fait, qui fait que du coup, elle peut se repérer. Mais il n'y a pas d'image. Alors après, est-ce que ça peut être la perfection? Je pense que là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un question. Comment? Pardon? Non, on avait un décalage de son. Moi, je me pose aussi la question, est-ce que c'est pas la perfection? C'est-à-dire que quand je vois une image, il y a peut-être une personne qui se dit qu'elle voit vraiment une image comme au cinéma, tandis que l'image qu'on a en soi, enfin, quand moi je vois une carotte, c'est pas une carotte à 100%. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une question de perfection aussi dans cette afantaisie et qu'elle imagine ne pas avoir d'image? Voilà, c'est une hypothèse. Ouais. Alors,
ça tient aussi à la capacité hypnotique de la personne. C'est-à-dire que voir des images dans sa tête, si vous voulez, c'est un phénomène hypnotique. Voir des images dans l'espace autour de soi, c'est un phénomène hypnotique. On appelle ça une hallucination positive. Donc, si vous voulez, c'est aussi, et comme tout phénomène hypnotique, vous voyez. Et donc, par rapport à ça, quand vous avez des gens qui sont réfractaires à ce type de travail, il faut les entraîner. Il faut les entraîner, mais ça va vite, hein. Si vous voulez, ça va assez vite. Il faut les entraîner à déplacer les images, à se les poser, à faire ça avec des choses anodines, hein. Mais alors évidemment, s'il y a vraiment jamais d'image, mais là, c'est un peu l'énigme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas du tout d'image, eh ben, vous posez tout un tas de questions pour essayer d'arriver à en trouver ou à en trouver certaines. Parce que, si vous voulez, c'est pas, enfin, je sais pas. Moi, je ne crois pas trop que ça soit une possibilité. Si vous voulez. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas développé, qui n'a pas été entraîné, mais que si on le développe et que si on l'entraîne, on va avoir du résultat avec ça. Parce que on était des êtres humains, je veux dire que soit on est aveugle, effectivement, et on voit rien, mais la représentation, ça fait partie de nous, quoi. Hein. Si on n'a pas de représentation interne, je dirais, la personne, elle est dans le fin fond d'un asile psychiatrique et pas dans notre cabinet, quoi. Hein. C'est un peu ça, quoi. Comment, Alors, Bernard, bon, on pourrait s'entraîner? Comment on pourrait pardon? l'entraîner? Pardon, comment on pourrait l'entraîner? Parce que quand je lis Bendler dans Un cerveau pour changer, il dit c'est reprendre le contrôle sur soi. Par exemple, il dit la dissociation, à force de pratiquer la dissociation sur des bons et mauvais souvenirs, le cerveau finit par l'assimiler et le faire lui-même. Oui, c'est une question de plasticité cérébrale, c'est-à-dire il y a des schémas neuronaux qui sont là, qui sont installés, et ben il faut les décoincer quelque part, hein. C'est-à-dire c'est créer du lien neuronal avec d'autres choses, mais ça va assez vite, hein. Je veux dire, il faut pas 20 séances pour faire ça, hein. Je veux dire qu'en une ou deux séances, ça se fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver le point d'accroche. Et là, j'ai pas trop de trucs à vous dire, si ce n'est travailler avec des objets connus, des représentations proches. Vous voyez, par si c'est auditif, ben, je sais pas, le son d'un enfant, la voix d'un enfant, ou une chanson préférée, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ou le bruit de la mer. La dernière fois qu'ils sont allés au bord de la mer, où est-ce qu'ils entendaient le bruit de la mer? Enfin, vous voyez. Il faut essayer de choisir quelque chose qui parle à la personne et avec laquelle on peut jouer et qui va lui permettre de prendre un peu de plasticité dans son schéma. Mais ce qui est intéressant avec les sous-modalités, c'est que si vous voulez, quand vous avez atteint cette plasticité avec les sous-modalités, le fait est que ça marche pour tout le reste. C'est-à-dire que les gens qui étaient bien coincés dans leur truc, subitement, ils se décoincent, quoi. C'est comme si les représentations et les sous-modalités faisaient partie. Moi, j'appelle ça la cage. Hein. Vous voyez, avec mes élèves, je leur dis, les gens ils sont dans une cage. Okay, donc, ils sont dans une cage et ils tournent dans la cage. Et ils tournent dans la cage et ils cherchent la solution dans la cage. Alors, il n'y a pas de solution dans la cage. On vous dit, la solution, elle est partout, sauf dans la cage. Donc, si vous voulez, voilà, et la cage, c'est ça aussi. C'est-à-dire, c'est les représentations qui sont extrêmement figées et que, il faut quelque part mettre de la mobilité là-dedans. Et c'est un outil formidable pour ça. Parce que, si vous voulez, on travaille sur des choses qui sont très concrètes. On n'est pas dans le concept. Si vous voulez, on est dans la représentation, mais c'est la représentation d'objets concrets, du quotidien, de la vie. Vous voyez, et ces objets-là, on peut les déplacer. Ah oui, tiens, ouais. Pour des gens, c'est une découverte extraordinaire que se rendre compte qu'une image qu'ils avaient là, ils la mettent là, si vous voulez, et que ça change tout. Ils se disent, mais waouh, mais qu'est-ce que c'est, quoi? C'est ça la magie de la PNL. Hein, quand on il dit, la magie, c'est ça la magie. C'est cette capacité, dès l'instant où on sait quoi faire, de prendre un élément qui est là et de le mettre là, et ça change toute la vie de la personne.
Alors évidemment, on n'est pas toujours aussi chanceux que ça. Mais des fois c'est ça. Hein. Dans tes représentations, tu as parlé de personnes, des personnes, des lieux ou des choses pareilles. Est-ce que tu peux aussi, pas dire, j'allais dire forcer, mais inviter la personne à imaginer, par exemple, l'image d'un concept, par exemple, des fêtes, ou alors ça va être connecté à une expérience concrète? Ou est-ce que tu peux travailler avec des termes abstraits comme des fêtes, ou tristesse, ou je sais pas. Oui, à condition d'avoir une représentation VAK. C'est-à-dire, il faut questionner le terme. C'est-à-dire, OK, la tristesse, pour vous, c'est quoi? Comment vous la représentez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes triste? Bah, quand je suis triste, je vois un enfant qui pleure là devant moi, etc. Euh, voilà. Et puis j'entends des cris, par exemple. Ouais. Mhm. Et puis j'ai des larmes qui viennent aux yeux. Ouais, kinesthésique, larmes aux yeux. Et voilà. Et si on veut travailler sous modalité, il faut vraiment, vraiment, vraiment rentrer dans le VAK. Hein, c'est VAK. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Ou qu'est-ce que je me dis? Hein, ou qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Et qu'est-ce que je ressens? Hein, c'est vraiment fondamental. Le concept, voilà, ça marche pas, quoi. Enfin, ça marche. Ça peut faire quelque chose, ça peut marcher, mais c'est pas, on est trop, je veux dire, on laisse trop le champ à l'à peu près, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'un coup ça va marcher, un coup ça va marcher, on ne saura pas pourquoi. Et l'important, c'est toujours savoir, c'est savoir ce qui est en train de se passer. C'est quelle est la raison qui fait que, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on va faire après, quoi. Vous voyez, c'est toujours ça. Et en fait, c'est l'aspect stratégique, hein, c'est-à-dire c'est de la thérapie stratégique, hein, la PNL, c'est-à-dire on a un objectif, hein, je veux dire, on veut aller quelque part, on est à un point A, on veut aller à un point B, et donc on va choisir le chemin, hein, pour y aller. Alors des fois, c'est pas le chemin qui était prévu, on va peut-être faire des détours, mais en tout cas, l'idée c'est de passer du point A au point B. Et si on perd ça de vue, ben voilà, on va commencer à ramer, quoi. Hein, on va rentrer dans des schémas ouais, un peu aléatoires, quoi. On rentre dans des Ouais. choses aléatoires. Moi, par exemple, je suis T'arrives pas plus. quelqu'un du tout qui croit, vous voyez, comme bon, je pratique l'hypnose, hein, je suis plutôt ericksonien, mais je suis pas dans la croyance ericksonienne, dite ericksonienne, hein, parce que je suis pas sûr qu'Erickson y pensait ça, dite ericksonienne, que l'inconscient c'est le siège du bien, enfin tout est formidable et que l'inconscient il sait tout, il est omniscient et qu'il a la solution à tous les problèmes. Alors ça, j'y crois pas du tout, pas un seul instant. Les gens, ils ont un inconscient qui est tout aussi biaisé que leur conscient, des fois plus même, ou l'inverse. Donc, si vous voulez, vous pouvez pas vous fier à, comment dire, à une espèce de sagesse intérieure qui va aller vers le mieux-être, etc. Hein. Ça peut être tout le contraire. Hein. Ça peut être tout le contraire. Donc voilà, donc il faut vérifier. Il faut savoir d'où on part, où on veut aller et vérifier si on est sur le bon chemin ou pas. On arrive plus ou moins à la fin de notre Ouais. durée approximative. Merci à tous ceux qui ont eu la patience d'aller au-delà du réseau qui nous a posé quand même pas mal de petits problèmes. Est-ce que quelqu'un a encore l'une ou l'autre question? Levez le bras. Chantal a Oui, une Chantal. question. Quelqu'un? Oui, oh, vas-y, shoot. Alors, j'aurais voulu savoir, est-ce que tu passes facilement d'un sens à l'autre? Tu vois, par exemple, quand moi j'ai appris, ben voilà, on fait d'abord le visuel, puis l'auditif, puis le kinesthésique. Et bon, voilà, c'est pas génial en fait. Est-ce que toi, tu conseillerais plutôt de passer d'un sens à l'autre? Oui, alors évidemment, quand on apprend les choses séparément. Hein, ok, ça c'est sûr. C'est le moyen, a priori, le plus facile d'apprendre. Maintenant, moi, je vais toujours au plus facile. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va donner du résultat en premier? Tu vois. C'est-à-dire, si le visuel marche pas, on va aller sur l'auditif, on va tester l'auditif. Si l'auditif fonctionne pas bien, on va tester le kinesthésique. Et puis, vous savez, c'est du grignotage. Moi, je fonctionne avec l'idée de grignoter. Vous voyez, c'est la souris qui bouffe le fromage. Donc, vous voyez, c'est par petits bouts. Là, c'est trop dur, on va gratter là où c'est moins dur. C'est ça. Pour moi, c'est ça la stratégie
ultime. Hein. Je veux dire. La stratégie ultime, elle n'est pas compliquée. Il faut aller là où ça résiste le moins, c'est-à-dire là où on peut obtenir un résultat, aussi petit soit-il, aussi petit soit-il. Parce que on est dans une pratique de constructiviste, c'est-à-dire que voilà, on a un petit résultat et sur ce petit résultat-là, on peut s'appuyer pour construire un résultat un peu plus grand, etc., etc., etc. Il faut avoir ça à l'esprit, c'est que on grignote petit par petit bout. Et au bout d'un moment, vous savez, c'est comme si vous avez, vous avez des fois des dunes, vous voyez, il y a, vous avez, moi je me rappelle quand j'étais gosse, on allait dans un truc qui avait des dunes et il y avait des camions qui venaient charger du sable dans ces dunes. Et donc, vous savez, ça fait des trucs abrupts sur les dunes. Alors, vous commencez à gratter, vous commencez à gratter, fatigué de gratter, puis d'un seul coup, vous avez juste un truc à gratter, puis vous en avez tout un morceau qui tombe. Eh ben, c'est un peu ça l'idée, hein. C'est-à-dire qu'on gratouille à droite, à gauche, et puis subitement, d'un seul coup, on trouve le truc qui vient et là, le changement s'opère, quoi. Alors bon, et puis c'est vrai que plus on va avoir d'expérience et plus on va avoir d'habitude, bon après, on sait, hein, si vous voulez, voilà, on voit les gens, on les a déjà vus, quoi. Hein, c'est pas les mêmes, mais c'est les mêmes, quoi. Hein, on sait comment prendre le truc, quoi. Vous avez vu l'olfactif, là? C'est le pifomètre, c'est pas c'est pas Encore une question, quelqu'un? C'est le pifomètre. Non, non. Moi, je voulais simplement avoir le titre du livre dont tu as parlé en début d'atelier sur les sous-modalités. Le titre de celui de Bandler, là? Non, pas Cerveau pour changer. Tu as parlé d'un livre en début d'atelier. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Insider's Guide. Je ne sais même pas s'il est encore disponible. Hein. Je vois que c'est un livre en anglais. Hein. Insider's Guide of Submodalities. C'est peut-être ça. C'est un petit livre jaune. Enfin, moi, je l'ai en jaune. Il n'est pas traduit. Insider's Guide of Submodalities. C'est un petit livre. Ça, alors c'est celui-là, ouais. Très mince. Et c'est fait à partir comme souvent, de la transcription d'un séminaire de Bandler. Ils sont deux là-dessus. Donc, Insider's Guide of Submodalities. Ouais. Il faut le commander directement sur des sites américains. Merci. Je propose, Bernard, une petite conclusion de ta part. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on ne referme tes piles et ton écran? Non, enfin, moi, je sais pas, non, comme ça, je pense à rien de particulier. Bon, si ce n'est qu'après, il y a plein enfin, là, on a vu vraiment le cœur du travail avec. Voilà, on peut. Je crois que c'est sans limite. Hein, c'est vraiment un truc sans limite. Hein, les sous-modalités, on peut y passer sa vie dessus. On va toujours découvrir trouver une manière de comment dire, au cœur de la représentation. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça marche à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on est dans le reflet de ce qui se passe en nous, quoi. On place les choses à l'extérieur, elles sont effectivement à l'intérieur. Mais vous voyez, c'est une espèce de transe, en fait. C'est une forme de transe hypnotique dans lequel tous nos souvenirs qui sont engrammés de manière, je ne sais pas quoi, moi, biochimique, hein, subitement, piouf, on les fait surgir et on les met dans l'espace autour de nous. Et c'est une sorte de transe hypnotique, en fait. C'est une immense transe hypnotique dans laquelle on est capable de se mettre. Et qui permet justement de comprendre ce qui se passe, de déplacer, de changer, etc. C'est une forme ça m'a l'air d'être une super conclusion, vous ne trouvez pas? Je trouve que ça introduit pas mal le cœur de la PNL, effectivement, et ça me permet de faire le pont avec ce que Richard nous proposera dans 15 jours, où on va ajouter à ce modèle précieux des sous-modalités et la manière de le travailler, comme tu l'as si bien présenté, avec le métamodèle. Mais là, peut-être on va avoir un regard un tout petit peu plus dans une dimension plus linguistique,
Mais vous n'y perdrez pas au change. Et comme on a été saturé de sous-modalités, on va pouvoir bien digérer ça à son aise. Et on aura 15 jours, puisqu'entre-temps, ou non, même 3 semaines plutôt. La semaine prochaine, on va parler d'hypnose clinique avec Gianni Fortunato. Ça va être super intéressant. Ah Il y a ouais, ça, beaucoup de c'est pas choses à mal, ouais. raconter. Et peut-être dans 15 jours, si j'arrive à mettre ça en place avec Damien, j'avais proposé de faire une petite tentative de modélisation de cet esprit du débutant que j'avais suggéré sur un des posts dans le groupe. Si ça se met, on va essayer de faire ça ensemble. Et si ça ne se met pas, ben, ça sera pour une autre fois. Il me reste à te remercier. Où il est parti? Ah, il est parti de nous à gauche, il file dans la matrice. Il me reste à te remercier, Bernard. On a survécu aux difficultés du lien. On Ouais. a vu l'importance des sous-modalités auditives et visuelles en plein. On a vécu ça en plein, même si c'était en 2 dimensions et c'était pas une bulle. Moi, je retiens cette boule. Je la trouve très, très puissante en termes de représentation interne des sous-modalités. Pour moi, c'est quelque chose de très nourrissant. Ça me réconcilie un petit peu. C'était un petit peu plic-ploc comme ça avant. Et pour moi, ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus concret. Et j'ai hâte d'essayer ça et on va proposer ça, quelques dates et heures sur le groupe Pénalis Pratique. Si vous n'y êtes pas, mettez-vous dessus et je proposerai 1 ou 2 ou 3 sessions, on verra bien, de manière à ce que, vient qui veut, vous entrez, on partage ensemble, on pratique ensemble et puis après, on est parti. D'accord? Il y a pas de contenu, simplement pratique, pratique, pratique dans toutes les sous-modalités possibles et imaginables. Merci beaucoup, Bernard, pour cette très chouette introduction qui m'a réconcilié. Merci. Merci tout Et le bonne monde. soirée à tous et à toutes et à la prochaine fois alors. Ok, Merci beaucoup, ben, Bernard. Merci à tous. Ciao, ciao, au ciao. revoir.